le passage Choiseul. C'est ici que tout a débuté, ou presque. Louis-Ferdinand Destouches a 5 ans, quand ses parents quittent Courbevoie pour venir s'installer ici, au passage. On est un peu ici, au berceau de la mythologie célinienne. Regardez bien cette borne. C'est la seule trace dans tout Paris du passage d'un des plus grands romanciers du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la borne? Bah, pas grand-chose. On en apprend plus sur Alphonse le Maire ou sur Jacques Offenbach. On nous dit simplement qu'il a passé ici, au 67 et au 64, une partie de son enfance. Plus sobre, il n'y a pas. Relégué, l'énergumène. Ah, vous pouvez toujours gratter, il n'y a rien. Dans tout Paris, Montmartre, Clichy, Courbevoie, Meudon. Les politiques de tous bords, qui d'habitude sont jamais d'accord sur rien, là, ils font l'union sacrée. On n'a pas la moindre plaque, pas la moindre inscription, même pas le plus petit hiéroglyphe. Rien, zéro, nada. Tous d'accord. Il faut planquer le monstre. Pas présentable qu'il est. Mais alors, pas du tout. Super tricard, le Ferdinand. Céline, c'est comme un passager clandestin. Pour retrouver sa trace, il faut sortir des sentiers battus. Alors suivez-moi, il y a du voyage dans l'air, du qui grise, qui défrise, étourdissant comme dans un manège forain. Dans Mort à crédit, le passage Choiseul, il l'appelle le passage des Bérésinas. L'horreur, quoi. Bah ça tombe bien, parce que le carburant de Céline, c'est pas le désir, mais le délire. C'est ici, en 1899, que Marguerite, la mère de Louis-Ferdinand, va ouvrir un magasin de curiosités, une boutique d'antiquailles, de dentelles et de broderies. Et la petite musique célinienne, cette entêtante mélopée, est déjà bien en rodage. Tout fout le camp, messieurs, dames, tout fout le camp. À commencer par le petit commerce, ruiné par les grands magasins tout proches, et par les riches, qui ont perdu le goût du raffinement, qui ont perdu l'estime pour le travail manuel. La belle dentelle est en train de mourir. On entre dans l'ère mécanique. On n'allumait qu'une seule vitrine. Une seule qu'on pouvait garnir. C'était ingrat comme bibelot. Des trucs qui vieillissent de travers. Du rossignol, du panais. Avec ça, on était fleurs. On se défendait qu'en restriction. Toujours à coups de nouilles. Et avec les boucles à maman engagées au clou chaque fin de mois, c'était jamais qu'à un fil qu'on boive encore le bouillon. Bon, suivez-moi maintenant, on va au Théâtre des Bouffes parisiens, parce que le 67 du passage où habitait Céline a été avalé par le gros théâtre. Allez, on va prendre un ticket. Bienvenue chez Céline, ou plutôt chez monsieur et madame Destouches. Là, on est donc au rez-de-chaussée, qui était le niveau de la boutique, et le logement se situait juste au-dessus. C'était une forme de 3 pièces hyper exiguës et verticales, reliées par un escalier en tire-bouchon, comme celui-ci. Et la chambre de Louis-Ferdinand, elle était tout en haut. Patapam, 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 patapam. Bon, le bruit que je viens de tenter de faire, c'est le bruit de la maman de Céline qui boite dans les escaliers. Alors ça fait partie de la légende célinienne. Il s'est inventé une famille terrible, entre donc une mère handicapée, claudicante et qui boite dans un appartement tellement pas approprié pour l'infirmité, et un père colérique et violent, qui passe son temps à lui foutre des baffes. Mais je vous rassure, tout est faux. Tout est faux dans cette mythologie célinienne, sauf peut-être les lessiveuses qui servaient à faire cuire les nouilles. Les nouilles, c'était le plat unique de la famille Destouches pour éviter de filer des odeurs à la dentelle et aux broderies. Bon bah nous voilà au dernier étage, sous les toits. Et en face de moi, la fenêtre avec les barreaux, c'était la chambre de Céline. Et les barreaux, c'était pour éviter les chats et les voleurs. Alors le passage Choiseul, c'est comme un village, avec ses querelles de clochers, avec ses commérages, avec ses frictions entre voisins. Et pour Céline, ça va vraiment être une première scène de théâtre magnifique, un premier guignol, avec des personnages hauts en couleur. Ça va par exemple de Madame Hérotte, dont les frasques défrayent la chronique du passage. On a aussi Madame Hermance, qui vend des objets en caoutchouc avouables ou non, je vous laisse imaginer la suite. Et on a aussi le premier mélodrame pour Céline, avec le couple Cortilène, dont le mari, quand il va apprendre qu'il est cocu, il va revolveriser sa femme avant de se suicider. Mais on a, et c'est peut-être le personnage le plus important du passage, l'ennemi juré, infatigable, Mademoiselle Méon. Mademoiselle Méon, la boutique juste en face de nous, c'est à pas croire ce qu'elle était vache. Elle nous cherchait des raisons, elle arrêtait pas de comploter, elle était jalouse. C'est à propos de Tom que les choses se sont envenimées. Pour l'habitude qu'il avait pris de pisser contre les devantures. Il était pas le seul pourtant. Tous les klebs des environs, ils en faisaient bien davantage. Elle a traversé exprès la Méon, pour venir provoquer ma mère, lui faire un esclandre.
Elle a gueulé que c'était infâme, l'ignoble façon qui cochonnait toute sa vitrine, notre petit galeux. Ça s'amplifiait ses paroles de deux côtés du magasin et jusqu'en haut dans le vitrail. Les passants prenaient fait et cause, ce fut une discussion fatale. On avait beau répandre du soufre, c'était quand même un genre d'égout le passage des Bérézinas. La pisse, ça mène du monde. Puis c'est qui voulait sur nous, même les grandes personnes. Surtout dès qu'il pleuvait dans la rue. On entrait pour ça. Le petit conduit adventiste, l'allée Prime-Orgueil, on y faisait caca couramment. On aurait eu tort de nous plaindre. Souvent, ça devenait des clients, les pisseurs, avec ou sans chien. Alors, il y a quelque chose qu'on a du mal à se remémorer dans le Paris d'aujourd'hui, ce sont les odeurs. Clairement, à l'époque de Céline, ça pue. Il nous le dit dans Mort à crédit, il a des souvenirs olfactifs pestilentiels du passage. C'est à la fois des odeurs d'urine, des odeurs de crotte et des odeurs de gaz. Les 320 becs AOR qui sont ici pour allumer le passage, éclairer le passage dès 4 heures de l'après-midi et dont le gaz incommode les clientes. Et il nous le dit dans Mort à crédit, sous cloche qu'on était. J'ai été élevé dans une cloche à gaz. Et on a beau dire, ça marque d'avoir été élevé dans une cloche à gaz. La santé, c'est l'obsession de cette fin de siècle. On commence à comprendre avec Pasteur de quoi on peut mourir. Les microbes. Et on en voit partout. Dans l'eau, dans l'air, chez soi, sur soi, dans la bouffe. Alors chez les détouches, on est vigilant. Et c'est à partir de là que va naître chez le petit Louis cette fascination pour les médecins. Magicien qui dira, pas encore garagiste. La triste histoire des caravales avait quand même ému le passage si profondément qu'il a fallu prendre des mesures. Soudain, on a découvert que tout le monde était pas l'eau. On se refilait des conseils entre boutiques et magasins. On pensait plus que par microbes et au désastre de l'infection. Les mômes, ils l'ont senti passer, la sollicitude des familles. Il a fallu qu'ils se la tapent, l'huile de foie de morue. Renforcée à redoublement par bonbonne et par citerne. Franchement, ça faisait pas grand-chose. Ça leur donnait des renvois. Ils en devenaient encore plus verts, déjà qu'ils tenaient pas en l'air. Lui, leur coupait toute la faim. Il faut avouer que le passage, c'est pas croyable comme cropissure. C'est fait pour qu'on crève, lentement mais à coup sûr. Entre l'urine des petits kleps, la crotte, les glavios, le gaz qui fuit, c'est plus infect qu'un dedans de prison. Sous le vitrail en bas, le soleil arrive si moche qu'on l'éclipse avec une bougie. Tout le monde s'est mis à suffoquer. Le passage devenait conscient de son ignoble asphyxie. On parlait plus que de campagne, de monts, de vallées et merveilles. La salle fondée par Offenbach en 1855 va devenir le temple de l'opéra bouffe et de l'opérette. Céline l'appelle le grenier mondain. Alors si Céline a été incommodée par l'odeur du passage, il gardera par contre une profonde affection, une profonde nostalgie pour la chanson parisienne. Les grands airs d'opérette, chantés ici dans le théâtre des Poufs parisiens, comme par exemple La Péricole, Manon ou Fifi, ça c'est la bande-son de Céline. Ça restera gravé dans sa tête toute sa vie et il en gardera une profonde affection. Il le dit ainsi. Je peux dire que j'ai assisté à la fin des chansons. Au début, chaque fois qu'il entrait une arpette ou une midinette au début du passage, elle commençait à chanter. Elle chantait pendant toute la durée du passage. Et puis après 14, on n'a plus chanté dans le passage. C'est un signe des temps. C'est tout ce qu'on avait comme distraction. La chanson des petits apprentis et des midinettes. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond aux jolis noms de l'Aspasie. Si vous croyez que je vais dire que j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde, si vous voulez que je l'adore et qu'elle est blonde comme les neiges. La sérénade du pavé, un de mes vieux succès, et tout le monde en cœur, n'est-ce pas? Si je chante sous la fenêtre, ainsi qu'un galant troubadour, et si je veux y voir paraître, ce n'est pas hélas par amour. Comme importe que tu sois belle, couchée sous l'oreille aux yeux doux, ou que tu laves la vaisselle, pourvu que tu gênes le... Attention le cœur! Toi, Paolo, va faire accueillir, pour qu'il est si souvent grandi, Paolo prend de la bienvenue, et moi la charité.
Finalement, le passage, c'est loin d'être ce lieu infernal décrit par Céline. C'est au contraire un superbe lieu de brassage, de rencontre entre toutes ces classes sociales qui viennent se mélanger sur les boulevards dans ce Paris de la Belle Époque. On y croise toutes des Lorettes, des Grisettes, des Midinettes, des mondaines, des vieux marcheurs, des bourgeois, des aristocrates qui viennent s'encanailler. Et finalement, ça plonge Céline dans cette confrérie des voyeurs, sacré mateur qu'il est. Alors il y a un autre endroit béni dans l'enfance de Céline, c'est le cinéma Robert Houdin qui se situait sur les grands boulevards. Tous les jeudis en matinée, sa grand-mère, Céline Guilloux, une grand-mère qu'il aimait bien, d'ailleurs il fera de son prénom son patronyme d'écrivain, l'emmenait voir des films, et pour 1 franc la place, on pouvait assister à 3 séances. Il a vu tous les films de Méliès. Il a vu L'homme à la tête de caoutchouc, Le voyage dans la lune, Barbe bleue, et à la fin, c'est lui qui réveillait la grand-mère et le chien Tom. À présent, on arrive à l'école. Alors c'est sûr qu'il n'y a plus Mariol que la communale, mais enfin c'est celle du Petit Louis. On est juste à côté de la Bibliothèque nationale, et c'est vrai que ça en impose comme bâtiment pour un gamin. Donc on peut pas dire que Louis Ferdinand ait gardé un superbe souvenir de l'école. Il nous dira que c'est un bagne figé et la grande mutilante de la jeunesse. Ses directeurs et ses professeurs sont pas non plus très élogieux à son égard. Ils diront que c'est certes un enfant intelligent, mais d'une paresse extrême, entretenu par la faiblesse de ses parents. Mais Céline va pas suivre toute sa scolarité à la communale. En fait, il va alterner entre public et privé, et c'est de cette rencontre un peu entre ces oppositions que va naître le pur style célinien, cette ligne brisée si particulière. Parce que vous soyez dans le privé ou dans le public, le langage n'est pas le même, le programme n'est pas le même, la diction, le phrasé, l'accent, tout est différent. Ça fait que Céline va à la fois s'enrichir d'un langage précieux, mais aussi d'un langage populaire, d'un langage argotique et d'un langage châtié. Et c'est une alchimie formidable, un or pur qui va se dégager de ce mélange, l'or célinien. Mais l'événement le plus important qui va marquer l'enfance de Céline, c'est l'exposition universelle de Paris de 1900. Le progrès va lui tomber dessus, et avec son père, ils vont aller tout voir, tout entendre. Ça va de la porte monumentale de la Concorde, en passant par le trottoir roulant des Invalides, les nègres du pavillon colonial, la galerie des machines, le palais de la boisson, le palais de l'industrie. Forcément, le retour au passage allait être triomphal. Papa, il racontait les choses avec les 1500 détails, des exacts et des moins valables. Ma mère, elle était contente, elle se trouvait récompensée. Pour une fois, Auguste était tout entier à l'honneur. Elle en était bien fière pour lui. Il plastronnait. Il installait devant tout le monde. Des bobards, elle s'en rendait bien compte, mais ça faisait partie de l'instruction. Elle n'avait pas souffert pour rien. Elle s'était donnée à quelqu'un, à un esprit, c'est le cas de le dire. Les autres pilons, ils demeuraient la gueule ouverte. Ça, c'était de l'admiration. Papa leur foutait du mirage au fur et à mesure, absolument comme on respire. Il y avait magie dans notre boutique, le gaz éteint. Il leur servait à lui tout seul un spectacle 1000 fois étonnant comme 4 douzaines d'expositions. Seulement, ils voulaient pas du bec, rien que des bougies. Les petits tauliers, nos amis, ils amenaient les leurs de calbombe du fond de leur soupente. Ils sont revenus tous les soirs pour écouter encore papa et toujours ils en redemandaient. C'est un prestige terrible. Ils connaissaient rien de meilleur. Et la Méon, à la fin, elle en serait tombée malade dans le fond de sa cambuse, hantée par les sentiments. On lui avait tout répété, les moindres paroles. Le 15e soir environ, elle pouvait plus résister. Elle est descendue toute seule, elle a traversé le passage, on aurait dit un fantôme, elle était en chemise de nuit. Elle a cogné à notre vitrine,
Tout le monde s'est retourné alors. Elle a pas dit un seul mot. Elle a collé un papier, c'était court, en grosses majuscules. Menteur. Autour de Paris, il est des petits coins bien jolis où l'on va le dimanche cueillir muguet, pervenche, meudon et robinson s'emplissent de chansons. Tout autour de Paris, on voit encore tout un ramassis de cabanes immondes où la misère abonde, foyers obscurs malsains, souvent sans feu, sans pain. À tous ces mal lotis qui ont des femmes et des petits, faisons-moi de promesses, soulageons leur détresse, donnons-leur un logis tout autour de Paris. De Choiseul à Clichy, il y a eu bien des tours et des détours dans la vie de Céline. Il y a eu d'abord la guerre, l'engagement au 12e cuirassier, une blessure à la tête en 14, un premier mariage à Londres, les tribulations au Cameroun, un second mariage, des études de médecine à Rennes, et enfin la mission pour la fondation Rockefeller, qui s'occupe du service d'hygiène de la Société des Nations à Genève. Et c'est au retour de Genève, Genève la cosmopolite, la ville des Cofiaux, la ville du veau d'or, qui débarque à Clichy-la-Rouge. Alors Clichy, c'est une ville qui est bien différente du Courbevoie de son enfance. C'est une banlieue presque 100% prolo, une banlieue paillasson aux portes de Paris. Pauvre banlieue parisienne. Paillasson devant la ville où chacun s'essuie les pieds. Crache un bon coup, passe. Qui songe à elle? Personne. Abruti d'usine, gavé d'épandage, dépecé, en loc. Ce n'est plus qu'une terre sans âme, un camp de travail maudit, où le sourire est inutile, la peine perdue, terne la souffrance. Paris, le cœur de la France. Quelle chanson, quelle publicité. La banlieue tout autour qui crève. Calvaire à plat permanent, de faim, de travail et sous les bombes. Qui s'en soucie? Personne, bien sûr. Elle est vilaine, et voilà tout. Les dernières années n'ont pas arrangé les choses, on s'en doute. Banlieue de hargne, toujours vaguement mijotante d'une espèce de révolution que personne ne pousse ni n'achève. Malade à mourir, toujours, et ne mourant pas. Et quand Céline débarque à Clichy en 1927, la ville est une municipalité communiste depuis 2 ans. Il y entreprend l'écriture du voyage. Et la vogue est alors au roman populiste, avec Eugène Daby en figure de proue et son fameux Hôtel du Nord. La banlieue, ça doit avoir une gueule d'atmosphère. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Et Céline va pas lésiner sur la couleur locale. Clichy-la-Garenne devient la Garenne Rancy. Et c'est tout rebut et jus de fumée. Plus moche et plus calamiteux, y a pas. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec des plaines bordées d'ahuris brinque-ballant dès le petit jour, par le boulevard Minotaure qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, c'est mignon, en rigolant. Faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades. Leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais. Il oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, le proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. Du jus de fumée qui trempe la plaine depuis Levallois. Un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy. Surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont Poisseux qui se lance au-dessus de la Seine. Ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça médite jamais, c'est nous pas. Alors le premier style célinien surpasse dans la noirceur toute la littérature prolétarienne. Le lyrisme de l'ignoble, qu'il appelle ça. Sa matière première, c'est l'apocalypse. Il en met partout, il en badigeonne tout l'univers. C'est le fond de sauce de la prose célinienne. Vous voyez par exemple le quartier où nous nous trouvons? Alors c'est sûr qu'il y a les forges de Clichy qui sont pas loin,
Mais on est loin de la zone, c'est pas la misère. On voit des immeubles en briques assez récents, c'est des HBM, des habitations bon marché, et c'est pas la misère que décrit Céline dans ses premiers romans. Et c'est ici, au 36 rue d'Alsace, que Louis-Ferdinand Destouches va ouvrir son premier cabinet médical le 14 novembre 1927. Regardez ces trous mal rebouchés dans la brique. C'est l'emplacement de sa première plaque. Docteur Louis Destouches, médecine générale, maladie des enfants, premier étage gauche. J'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus. Rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'on leur a répondu. Il a déposé son diplôme, s'en est un. Alors il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, a prédit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà bien trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. L'appartement est un 3 pièces cuisine-salle de bain. Céline travaille dans les pièces qui donnent sur la rue, mais se passionne pour la vie de l'arrière-cour. Et l'arrière-cour, dans ces années-là, c'est le théâtre du petit peuple. Spectacle permanent et garanti. Jurons d'ivrogne, râles d'amoureux, scènes de ménage, querelles de voisinage, et le tout en chanson, comme dans des films de René Clair. On sera trop simple j'ai besoin de rien près de ta c'est ainsi qu'il y aura qu'un ou Comme je demeurais au premier, j'avais de cet endroit un beau panorama d'arrière-cour. Les arrière-cours, c'est les oubliettes des maisons en série. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder, la mienne d'arrière-cour, et surtout pour l'entendre. Là, viennent chuter, craquer, rebondir les cris, les appels de 20 maisons en pourtour, jusqu'aux petits oiseaux des concierges, en désespoir, qui moisissaient en pépiant après le printemps qui ne reverront jamais dans leur cage. Auprès des cabinets qui sont, tous groupés les cabinets, là, dans le fond d'ombre, avec leurs portes toujours déglinguées et ballantes. 100 ivrognes, mâles et femelles, peuplent ces briques et farcissent l'écho de leurs querelles vantardes, de leurs jurons incertains et débordants, après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense de la vie des familles. Avec la gueule, on se défie, et des verres plein le nez, papa manie la chaise, faut voir, comme une cognée, et maman le tison comme un sabre. Gare au faible alors, c'est le petit qui prend. Les torgnoles aplatissent au mur tout ce qui peut pas se défendre et riposter, enfant, chien ou chat. Dès le 3e verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon. Ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. La salle d'attente ressemble à tout sauf à une salle d'attente. Il y a même une statue africaine qui tend la main. C'est le geste des dieux, ils font la quête qu'il dit à ses patients. Et dans son cabinet, il y a toute une humanité désolée, désolante, bancroche, sans le sou. Et la plupart du temps, il fait pas payer. Céline, médecin des pauvres, ça n'est pas une légende. En fait, les malades, c'est une des rares sous-catégories de l'humanité qui supporte. Voilà, j'aime mieux les rapports avec ceux qui sont malades. Ceux qui sont bien portants sont si méchants, si bêtes. Ils veulent avoir l'air si malins, aussitôt qu'ils tiennent debout, que tout rapport avec eux est presque aussitôt malheureux. Quand ils sont couchés et qu'ils souffrent, ils vous foutent la paix, vous comprenez? On l'aime bien, le docteur Destouches. Les clients sont satisfaits. Et c'est rare pour des gens qui payent pas. La voisine, Jeanne Carayon, la concierge, tout le monde loue son dévouement. Sauf la bouchère du rez-de-chaussée. La patronne de la boucherie Fouillou, elle peut pas le sentir. Il paraît qu'il s'en passe des choses au-dessus. Je suis sûr qu'il danse tout nu. Il, c'est le docteur et la danseuse. Une américaine, Elizabeth Craig, qu'il a rencontrée à Genève 1 an plus tôt et qu'il a ramenée avec lui rue d'Alsace. Elizabeth Craig, c'est la première de ces danseuses. Et sa passion pour la danse, c'est le corps affranchi de la pesanteur. C'est la haine de la lourdeur, de toutes les lourdeurs, celle des choses et celle des hommes. Et quand à la fin de sa vie on lui demandera quelle idée il emportera dans le trou, il dira « Mon Dieu qu'ils étaient lourds ». Les clients sont rares rue d'Alsace, même les gratuits. Et Céline vit dans la crainte obsessionnelle du terme, dans la hantise d'un retour aux nouilles. Ça, c'est son idée fixe, la peur de manquer. Au bout de quelques mois de pratique, le docteur Destouches est obligé de fermer son cabinet. Il garde encore l'appartement, mais il doit trouver de l'argent, et vite. Et c'est finalement un stage dans les services du professeur Léon Bernard à la ENEC qui va le tirer d'affaire. Le professeur Léon Bernard, c'est un ponte de la recherche antituberculeuse.
et il va l'appuyer pour un poste au nouveau dispensaire de Clichy. Ce dispensaire tout neuf était le cœur malade d'une grande cité mi-clodo, mi-ouvrière. Les architectes avaient imaginé un joli petit square comme cadre au dispensaire, plantant de jeunes arbres, variant amoureusement les espèces, plaçant des bancs confortables pour les mamans et les vieux bagoteurs, créant des parcs de sable fins pour les enfants. Alors voilà, on arrive au 10 rue Fanny, et c'est dans ce dispensaire que le docteur Détouche va être engagé pour une vacation de médecine générale, tous les soirs de 17h à 18h30 pour 2000 francs par mois. Donc c'est ici, dans ces locaux qui sont encore à peu près en place, on a de la chance, on peut s'imaginer qu'ils ont connu Céline, que le docteur Détouche va faire son premier voyage au bout de la misère humaine. À tous les soirs, il va vraiment voir défiler devant lui le tout venant de tout ce qui peut se faire de pire dans la médecine prolétarienne. Il va voir tout passer devant lui. Ça va de l'alcoolo qui carbure à 14 litres par jour, à la mineure prostituée qui vient pour une fausse couche, au tubard qui crache ses poumons, et à toutes sortes de maladies vénériennes, de la chaude pisse au syphilitique et autres chancres mous. Vraiment, il va avoir devant lui des tranches bien grasses, bien épaisses, bien dégoulinantes, bien saignantes de tout ce qui se fait en matière de maladies humaines. Et Céline, il en redemande. Pour lui, c'est un vrai régal, c'est du non-non, c'est un amateur. Mais avec Céline, il n'y a rien de sentimental, il n'y a rien de lacrymal. C'est descriptif et anthropologique. À tous ses patients, Céline réserve le même accueil, disponible, gai, enjoué. Sa recette, c'est hygiénisme et bienveillance. On est à l'époque des premières lois sur l'assurance sociale, et ce sujet va passionner Céline. Il va même publier un article dans la presse médicale pour faire part de son scepticisme. Comme toujours, il est partagé entre lucidité féroce et compassion. Dans mon domaine, je n'accomplis au cours de ces quelques mois de pratique spécialisée aucun miracle. Il en était pourtant grand besoin de miracles. Mais mes clients n'y tenaient pas à ce que j'accomplisse des miracles. Ils comptaient au contraire sur leur tuberculose pour se faire passer de l'état de misère absolue où ils étouffaient depuis toujours à l'état de misère relative que confèrent les pensions gouvernementales minuscules. Ils traînaient leur crachat plus ou moins positif de réforme en réforme depuis la guerre. Ils maigrissaient à force de fièvre soutenue par le manger peu, le vomir beaucoup, l'énormément de vin et le travailler quand même, un jour sur 3 à vrai dire. L'espoir de la pension les possédait corps et âme. Elle leur viendrait un jour comme la grâce, la pension, pourvu qu'ils aient la force d'attendre un peu encore avant de crever tout à fait. J'avais peu à peu perdu la mauvaise habitude de leur promettre la santé à mes malades. Ça pouvait pas leur faire très plaisir la perspective d'être bien portant. Ce n'est après tout qu'un pis-aller d'être bien portant. Ça sert à travailler le bien portant et puis après. Tandis qu'une pension de l'État, même infime, ça c'est divin, purement et simplement. Quand on n'a pas d'argent à offrir aux pauvres, il vaut mieux se taire. Quand on leur parle d'autre chose que d'argent, on les trompe. On ment presque toujours. Les riches, c'est facile à amuser. Rien qu'avec des glaces, par exemple, pour qu'ils s'y contemplent. Puisqu'il n'y a rien de mieux au monde à regarder que les riches. Pour les ravigoter, on les remonte, les riches, à chaque 10 ans, d'un cran dans la Légion d'honneur, comme un vieux nichon. Et les v'là occupés pendant 10 ans encore, c'est tout. Mes clients, eux, c'étaient des égoïstes, des pauvres, matérialistes, tout rétrécis dans leur sale projet de retraite par le crachat sanglant et positif. Le reste leur était bien égal. Le docteur Détouche reste toujours sur ses gardes. Car faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu, qui dit. Tout est vacherie universelle. Sa devise, souviens-toi de te méfier. Et sa philosophie de poche, riche ou pauvre, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est pas vraiment l'ami du genre humain, Céline. Non, vraiment pas. Mais il y a une exception à la règle, c'est le gamin Bébert de Clichy. Dans le voyage, il le décrit. Teint trop verdâtre, pomme qui mûrira jamais. Le docteur Bardamu Détouche va assister impuissant à la mort de Bébert. Bon, le personnage est une transposition, il a sûrement existé, mais les biographes n'ont pas réussi à lui mettre la main dessus. Sur sa face livide dansautait cet infini petit sourire d'affection pure que je n'ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l'univers. Tant qu'il faut pour aimer quelque chose, on risque moins avec les enfants qu'avec les hommes. On a au moins l'excuse d'espérer qu'ils seront moins carnes que nous autres plus tard. Dans l'Arche de Noé célinienne, il y a que les bêtes et les enfants à sauver. D'ailleurs, Bébert, ce sera le nom qu'il donnera à son chat, qui connaîtra une gloire posthume. Alors le môme et le chat, embaumés, naturalisés, panthéonisés qui seront. À présent, il va être temps de quitter Clichy, parce que l'air y est devenu encore plus irrespirable qu'au Rancy. Le médecin-chef du dispensaire et la section communiste de la ville n'apprécient pas du tout la publication de Mea Culpa, son grand pamphlet anti-soviète. Et alors qu'on est à la veille de la publication de Bagatelle pour un massacre, son grand délire antisémite, Céline sent qu'il faut déguerpir. Il donne donc sa démission à la municipalité. Le 10 décembre 1937, Céline emprunte pour la dernière fois le chemin qu'il conduit de son lieu de travail à son domicile rue Le Pic. Il longe le cimetière des Batignolles, il arpente l'avenue de Clichy, il enjambe le cimetière de Montmartre au niveau de la rue de Caulaincourt, et enfin il croise des poulbeaux comme Bébert, dévalant les escaliers de la butte. Mais c'est une autre engeance qui l'attend sur la colline. Alors suivez-moi, on va y jeter un coup d'œil. C'est les petits des grandes villes, les petits au cul mal lavé, contingents des guerres civiles,
qui pousse entre les pavés, sans gâteau, sans joujou, sans fringue, et quelquefois sans pantalon. Ils vont dans de vieilles redingues qui leur tombent sur les talons. Ils traînent dans des philosophes leurs petits pieds endoloris, serrés dans de vagues étoffes, chaussettes russes de Paris. Ils se réchauffent dans les bouges, noircis par des quinquets fumeux, avec des bandits et des gouges qui furent des loupiaux comme eux. Céline s'installe à Montmartre en août 1929, chassé de Clichy par une invasion de punaises. Alors il va s'installer ici, au 98 rue Le Pic. La rue Le Pic, c'est vraiment la colonne vertébrale de Montmartre. Mais il faut distinguer le bas Le Pic, qui est assez bourgeois, avec le haut Le Pic, qui est beaucoup plus populaire. Alors si c'est plus populaire, c'est un peu le quartier des artistes et des bohèmes, il y a vraiment... c'est une couveuse à génie. Il va en éclore à quasiment tous les numéros. On peut énumérer Van Gogh, Degas, Renoir, Utrillo, Forain, Courteline. Céline lui s'installe donc tout en haut, au 98. Ici, il va pouvoir enrichir son guignol personnel, va pouvoir ajouter aux petits commerces, aux petits artisans du passage Choiseul, aux Logdu et aux Prolos de Clichy, les artistes, les bohèmes et toutes leurs cours de parasites qui vont avec. Poussé dans un coin, et comme les autres mauvaises graines, mais de la main envoyée, le sacré cœur sur les étoiles, et pour le voir de près. Très tôt, Céline va devenir une figure du quartier, au point qu'on va le voir tourner comme figurant dans un film de Jacques Deval, Tovarich. Bonjour madame. Service. Ah, oh, une autre femme. Au revoir monsieur. Bonjour madame. Service. Ah, oh, une autre femme. Au revoir monsieur. Voilà, c'est ici, au 3e étage sous les toits, que sera achevé Le Voyage au bout de la nuit. Céline a alors pour voisin de palier Abel Gance, qui sera le premier à lui proposer une transposition de son œuvre au cinéma. Mais bon, cette transposition, on l'attend toujours, car même Michel Audiard y renoncera plus tard, et c'est peut-être pas un mal. Dans sa cuisine aménagée en bureau, on a déjà tout le folklore de l'écriture célinienne. On a des feuillets suspendus et tenus par des pinces à linge, et on a des idées à retenir, des citations qui sont griffonnées sur les murs. Céline écrit avec tout ce qu'il a sous la main. Il va faire débuter Le Voyage de Bardamu devant le Vepler, place Clichy. Une place Clichy qui sera vraiment un endroit, un point névralgique dans la vie de Céline. C'est là qu'il retrouve Elisabeth Craig, puis Lucette Almanzor, toutes deux fréquentant des cours de danse non loin de là, rue de Douai ou Henri Monnier. Lui, il fréquente tous les rats du quartier. D'ailleurs, il écrit souvent avec du papier portant l'entête du Pigalle Café. Faut dire qu'on est encore à l'époque du garçon de quoi écrire s'il vous plaît. Mais il y a d'autres cafés dans lesquels il va. Il va par exemple au Rêve ou chez Manière, qui sont comme des arrêts buffets sur le chemin du dispensaire. Et ce sera un addict du Vichy fraise. Et le temps qui passe pas à son ours, Ferdinand va le consacrer à Elisabeth Craig. Ça, il va le répéter sur tous les tons. Cette belle rouquine américaine représente tous les canons de la beauté. Elle a la grâce d'une danseuse, de longues jambes fuselées, c'est son cinéma érotique. En plus, elle est simple et pas bégueule. Elle accepte de l'accompagner dans des bordels et elle rechigne même pas à coucher avec des inconnus pour satisfaire son voyeurisme. Étalon très modéré, la vue et le palpé m'enchantent à souhait. Je donnerais tout Baudelaire pour une nageuse olympique. Pas violeur pour un sou, mais voyeur à mort. V'là la libido du bonhomme. Et quand en 1934, Elisabeth Craig le plaquera pour retourner en Amérique, Céline lui rendra le plus beau des éloges, quoique un peu misogyne. Elles sont rares les femmes qui sont pas essentiellement vaches ou boniches, alors elles sont sorcières ou fées. Elles sont tellement rares qu'il mettra 3 ans pour rencontrer sa nouvelle femme, Lucette Almanzor, elle aussi une danseuse. C'est peu après son arrivée à Montmartre que Céline fait la connaissance d'Henri Mahé, alias Riton la Barbouille, un peintre de son état, un type plutôt hableur et pas mal allumé. Mahé, c'est un breton des Côtes du Nord, reconverti en pur produit du bitume parisien. Il fraye en compagnie des proxos, des putains et de tout ce que le quartier compte d'artistes, vrai ou faux, enfin tout le tout-team. Porté dans la journée sur la bouteille, la nuit il dort sur une péniche amarrée au quai des Tuileries, si bien qu'il quitte jamais vraiment l'élément liquide. Avec Mahé, Céline se fait arpenteur du vice, explorateur des bas-fonds, en long et en marge.
Mahé, c'est la source de l'argot vivant dont va s'abreuver le style célinien. Bras dessus, bras dessous, ils écument le triangle sacré. Place Pigalle, place Blanche, place du Tertre. Ils fréquentent les coulisses des théâtres, des cabarets, à la recherche de filles délurées et un peu lesbiennes, comme ils les aiment. Le bal musette de l'avenue de Clichy et surtout, les bordels. Grâce à Mahé, Céline pourra écrire « Je connais tous les bobbies de Paris. Cette humanité du derrière me chaud et me console. » Faut dire que Mahé est devenu le grand spécialiste de la décoration des bobinards, des bordels. On lui doit les fresques du Monthyon, du Joubert, du 31 Cité d'Antin. À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Et malgré que le travail fut rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons, leurs chansons. Sans voir beaucoup le paysage, bientôt je suis partie en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon, en maison. Où qu'on aille, c'est partout du même. Les hommes veulent qu'on leur dise je t'aime. Qu'ils soient fauchés ou plein de pognon, brun ou blond, brun ou blond. Il y en a certains qui ont une drôle d'idée. L'un d'entre eux, un soir de bordée, m'a dit « Que fais-tu là, voyons, viens, partons. » Oublie un peu ces lieux infâmes, tu seras choyée, tu seras ma femme. Je t'offre mon amour profond, ma maison, sa maison. La deuxième rencontre décisive que va faire Céline à Montmartre, c'est Jean-Paul. Là, pour le coup, c'est un pur produit de la butte, parce qu'il est né au 96 rue Le Pic. Alors, tout comme Mahé, c'est un peintre, mais il est encore plus allumé. C'est un biberonneur devant l'éternel, qui souffle du cornet à piston à ses moments perdus, mais ils sont pas perdus pour tout le monde. Alors, Céline et Jean-Paul seront voisins, parce que Jean-Paul a son atelier au 2 avenue Junot, mais c'est dans un cours de danse, le studio Vaquer, qu'ils vont faire connaissance. En effet, ils vont passer tous les deux leurs après-midi à mater les jeunes danseuses faire des pointes. Ils adorent ça, reluquer. Et quand c'est pas dans les studios, c'est sur le banc de l'avenue Junot, en face, qu'ils matent les jeunes filles en fleurs. Mais où il était plus drôle alors? Je dis plus drôle du tout, juste le rabâcheur fatigant, enfin je trouve. C'est quand il se plaignait des mignonnes, qu'elles étaient cruelles avec lui, qu'elles le boudaient, etc. Alors qu'elles rafluaient, pardon. Qu'elles priaient qu'il les fasse poser, qu'il en refusait. Et des gratuites, et de ses chouettes, de ses roulées, à la vôtre. Je veux qu'il avait le goût spécial. Plutôt des chétives, des cracheuses, des à jour des côtes. S'il s'occupait des costaudes, des resplendissantes, des belles muscles, c'est qu'il me voyait dans les danseuses. Ça l'irritait, les belles santé. Mais quand même, qu'est-ce qu'il se régalait. Et pas des goyots, des beautés fraîches et de bonne famille, des carnations magnifiques, parfaitement nourries. Il pouvait me reprocher mes yeux, mes mains branleuses. Ah, le bandit, des pucelles plein son divan, parfaitement aimables et à poil. Et pas des petites gredines morveuses, pouilleuses, pas du tout. Instruite, bonne manière, avec femme de chambre, auto, chevaux et en temps de guerre. Au fou rire des sottises du Jules, tortillantes, pâmées, et de ses tailles longues, souples, nerveuses, de ses détentes. Ah, j'appréciais, n'est-ce pas, en médecin. Des dermes impeccables, des plans de chair roses ou mat. Ses jeunesses, posées pour Jules à 16 ans. Je crois que tous les lycées y passaient. L'attirance de l'antre. Rasputin, il les punissait qu'elles étaient pas sages. Mais il n'y a pas que la fascination pour la cuisse légère qui les rapproche. Ils sont tous les deux fils du peuple. La mère de Céline était dentelière, celle de Jean-Paul était brodeuse. En plus, ils ont tous les deux été blessés durant la der des der. Le cuirassier Céline a été touché au bras droit et Jean-Paul amputé de la jambe droite. En tout cas, à partir des années 30, l'atelier de Jean-Paul va devenir la plus grande concentration d'artistes et de pochetrons, l'un allant souvent avec l'autre. Il y a là Mahé, Marcel Aimé, Robert Le Vigan, Daragnès, Soupeau, Vlaminck, Maribel et même Michel Simon. L'atelier de Jean-Paul est un capharnaüm. Un amoncellement de chevalets, de bouteilles, de matelas, de caisses, d'instruments de musique et une douzaine de catéchumènes assis sur des caisses ou sur des guéridons. Pour Céline, l'atelier est un laboratoire, une aide acoustique, une caisse de résonance. Faut dire qu'il a trouvé le public idéal, moitié bohème, moitié cours des miracles. Vers 37-38, il commence à publier les pamphlets et à l'atelier, il y a messe tous les dimanches et même double ration. Il arrive en moto, avec des gants reliés autour du cou par une ficelle. Il a lâché le tweed anglais pour une canadienne. Maître de la jactance, virtuose en fulgurance, le médecin de banlieue a viré prophète. L'atelier, c'est plus un atelier, c'est une grotte, ça déborde sur le trottoir. À l'affiche, il y a tous les cavaliers de l'Apocalypse, les Angliches,
les francs-macs, les juifs, les soviets, tous Faucheton et compagnie. Ils prédisaient pour la fin de l'été des catastrophes, des guerres puantes, des coulées d'abcès monstrueux crevant sur le monde.